Donc c'est la deuxième leçon de la première partie qui a comme titre « Travail mécanique et énergie ». Vous voyez qu'il y a une liaison entre travail et on utilise le terme mécanique et l'énergie parce que par la suite, c'est à partir du travail qu'on arrive à définir le terme ou la notion énergie. D'abord, l'énergie, personne ne nous donnera une définition qui est satisfaisante et qui est facile à comprendre, mais généralement, on va se baser sur le travail comme une grandeur physique afin de faciliter une approche à la notion d'énergie. D'accord? D'abord, le terme travail, il est né presque vers 1800 ou 1898, c'est-à-dire à l'époque de ce qu'on appelle la révolution industrielle. La physique, au cours du temps, au début, avec les Grecs et les civilisations qui se sont succédées par la suite, toujours le problème en physique, il s'intéressait à ce qui est statique, l'équilibre. C'est rare qu'il aborde le côté dynamique des actions qui se produisent. Donc, c'est avec cette révolution industrielle, la nécessité, il y a des mines, il y a des machines qu'on devrait avoir, donc on doit effectuer une activité à une échelle très grande, et par la suite, il s'est avéré qu'il y a une nécessité à utiliser des machines. Et ces machines-là, c'est elle qui va essayer de produire un travail. Le mot travail, comme je viens de le dire, c'est un savant qui s'appelle, j'arrive pas, c'est Coulomb, mais Charles Coulomb. C'est le premier savant qui a essayé de faire une approche au terme travail, non pas de point de vue comme donnait le titre un travail mécanique, mais il a pensé à travail humain. Et oui. Travail humain, et généralement il a été lié à la fatigue. Donc un travail, le terme qu'on va lui donner un aspect physique et on va le corporer dans la physique, il va être transformé par la suite. Parce que le mot travail, il est commun à plusieurs disciplines de la science. On le trouve en biochimie, par exemple en physiologie. Une personne qui travaille, donc il y a de l'énergie, mais on gardera ce terme énergie, on n'en parlera pas à la suite. Donc il y a un travail qui est lié à cet effort à partir d'un homme ou d'une personne. Il a essayé de définir et de donner tous les ingrédients capables de définir ce qu'on va définir, nous, le travail mécanique. Donc, exercer une action et faire un déplacement. Évidemment, l'idée n'était pas très acceptée, mais n'était pas très claire et on doit avoir du temps pour que cette idée-là se concrétise et dans ce qu'on appelle le travail mécanique. Donc le travail mécanique, on va le définir, et à partir du travail mécanique, on va passer à ce que ça veut dire l'énergie, qu'on peut le trouver et lui donner pas mal de... On parlera de l'énergie propre, de l'énergie polluante, de l'énergie thermique, de l'énergie nucléaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie hydraulique, et ainsi de suite. Donc, toutes ces formes d'énergie, de l'énergie thermique, de l'énergie
associées à la lumière, les plantes, elles essaient de convertir cette énergie lumineuse la convertir sous forme de l'énergie chimique afin de faire la synthèse de certains produits qui ont ces végétaux ont besoin pour leur développement. Donc, on va aller petit à petit. D'abord, on va prendre l'idée du travail, c'est exercer une action mécanique et faire un déplacement. Évidemment, vous pouvez voir le côté historique du mot travail. Il a passé pas mal de machines, il utilisait des poulies, il utilisait un plan incliné pour faciliter le déplacement, il utilise pas mal d'outils qui étaient ce qu'on appelle la machine la plus simple. Ce sont des machines simples, et de là, l'idée a été révolutionnée et passée de ces machines qui sont très rudimentaires à des robots et même à des machines qui sont intelligentes à notre époque maintenant. Évidemment, la notion de puissance qu'on trouve dans le titre a été évoquée au début de ce travail qui a été imaginé ou élaboré par ce savant-là. C'est lorsqu'on fait entrer le facteur temps. Réaliser un travail pendant une durée plus ou moins petite, ça veut dire qu'on est puissant. Mais faire un travail pendant une très grande durée, ça ne donne pas cette puissance. Évidemment, on peut la trouver dans pas mal de disciplines, et le temps, c'est le plus important dans la réalisation de travail. Et plus le temps est petit, plus la personne, vous voyez les records du monde, dans certaines disciplines, c'est à partir de ce temps-là qu'on peut dire que cet athlète est plus performant qu'un autre. Tous les deux réalisent la même distance, mais la même distance et même effort musculaire, mais ce qui va les différencier, c'est le temps. Donc c'est de là naît la notion de la puissance. On parlera par la suite. Donc on commencera par notion de travail d'une force constante. 1 en chiffre romain. Notion de travail. Notion de travail d'une force constante. D'une force constante. Oui, si tu veux, mais tu peux uniquement écrire chapitre 2 ou leçon 2, travail et puissance d'une force. Et si tu veux donner un peu de la situation globale, on devrait avoir ta remarque, je dois ajouter la date. On est le 29/9/2022. On est le 29/9/2022 avec première bac, sciences maths F1. Option français. D'accord? Mais pour vous, contentez uniquement d'écrire chapitre 2 ou leçon 2, travail et puissance d'une force. Travail et puissance d'une force. D'une force. 1. Effet. Les effets d'une force. Effet d'une force. Oui. Vous devez ajouter Oui. D'une force, oui. Donc, effet d'une force,
en réalité le titre d'une force dont le point d'application se déplace. Pour avoir un effet, il faut que le point d'application de cette force se déplace. D'abord, c'est quoi une force? On va revenir. C'est quoi une force? Vous l'avez étudié en commun? Tout simplement, c'est quoi une force? Oui, c'est une action mécanique, tout simplement. Force, c'est une action mécanique. Cette action, il est caractérisée par quoi? Point d'application. Par d'abord son intensité, sa direction, son sens et le point d'application. Ce qui donne à la force quoi? Beaucoup des effets. Si on regroupe, au lieu de parler de point d'application, direction, sens, oui, oui, c'est caractéristique. Donc, ça nous permet d'écrire cette force sous forme quoi? C'est, il a un aspect vectoriel. Donc, au lieu de parler de ces caractéristiques indépendamment, on peut parler de vecteur force. Et dans cette notion vectorielle, il y a la direction, le sens, le module et le point d'application. Mais généralement, le point d'application, on ne s'intéresse pas beaucoup dans l'étude du fait qu'un vecteur, on peut le faire une translation sans qu'on modifie évidemment les caractéristiques principales, la direction, le sens et l'intensité ou le module. Donc, cette force, quels les effets que peut produire? Oui. Déformer un corps, donner un mouvement à un corps, maintenir un corps en équilibre, le mouvement, soit un mouvement de translation, soit un mouvement de rotation. Donc ce sont les effets que peut produire, que peut avoir une force sur un système donné. Donc à la ligne de noter. Une force est une action mécanique, une force est une action mécanique qui permet de mettre en mouvement, un solide ou modifier son mouvement, Ça veut dire quoi? Comment peut-on modifier le mouvement? En agissant sur quoi? Un mouvement, il est caractérisé généralement par quoi? Par la direction, le sens. Non, un mouvement, d'une façon plus simple. Nous avons déjà oui, une trajectoire et une vitesse, généralement. Une trajectoire et une vitesse. Donc, un corps qui vient de là, je peux le pousser et va changer de direction. Un corps qui est en mouvement, avec une ficelle, je peux l'attirer dans le sens opposé et modifier son mouvement. Donc, d'une façon générale, modifier le mouvement, ça veut dire changer la vitesse ou la trajectoire. Donc, vous ouvrez la parenthèse. Modifier la vitesse ou la trajectoire. Modifier la vitesse ou la trajectoire ou les deux. Comme elle peut, après avoir fermé la parenthèse, comme elle peut le mettre en équilibre. Comme elle peut le mettre en équilibre. Donc, on va passer à deux définitions d'une force constante qu'on a besoin dans une partie. Définition d'une
force constante. On va commencer par quoi? D'abord, la force, c'est quoi? C'est une... Action mécanique. Oui, on l'a dit. Maintenant, on va dire, on a parlé de la direction de... Oui, et là, c'est une grandeur... Vectorielle. Voilà, c'est une grandeur vectorielle, caractérisée par tel. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, constante, cette définition qui affecte la force, est-ce qu'elle va revenir à ses caractéristiques? Donc, vous notez, une force est une grandeur vectorielle. Une force est une grandeur vectorielle. Évidemment, je n'ai pas mentionné dans les effets de tout à l'heure, nous avons parlé, elle peut le mettre en mouvement. Évidemment, mouvement peut être translation ou rotation, ce qu'on aura par la suite. Donc cette force, elle peut donner un mouvement de rotation, un solide. L'exemple, c'est la porte. Là, donc j'applique une force, et là, cette force-là, elle est capable de donner un mouvement de rotation. Pousser, par exemple, ça donne un mouvement de translation sur un plan incliné ou lorsque vous faites le ménage à la maison, on pousse un canapé ou une table, là, cette force donne un mouvement de translation. Donc, mouvement d'une façon générale. Revenons à notre définition. Grandeur vectorielle. Vectorielle, qui peut compléter, caractériser. Par son intensité. Voilà, caractériser, 2 points. Caractériser, 2 points. Une direction, virgule, un sens. Il vaut mieux en physique qu'on utilise le terme intensité plutôt qu'on utilise la norme. La norme, c'est du point de vue mathématique. Donc, intensité, c'est-à-dire plus l'intensité est grande, plus l'effet est grand. C'est pour cela qu'on utilise mieux l'intensité que le module. Et de toute façon, les deux termes sont acceptables. Donc, une direction, virgule, un sens et une intensité. Non, virgule, une intensité et un point d'application. Point à la ligne. Maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une force constante. Oui. Une force constante, c'est une force qui a la même direction, le même sens et la même intensité. Qui a. Qui garde. Voilà, c'est le verbe le plus qui garde. Pourquoi nous dit qui garde? Ça veut dire quoi? En translation, il garde la même direction, sens et intensité. On dit, en réalité, on ne dit pas et là, mais on dit qu'il garde. Pourquoi? Parce qu'on travaille, le travail, c'est, nous avons dit qu'il doit y avoir une force et un déplacement. Donc, lorsqu'on dira un déplacement, il y a un écoulement dans le temps. Donc, un déplacement, le temps, on prend en considération le temps, et par la suite, on dit, elle gardera au cours du temps. Donc, une force constante. Une force dite constante. Une force dite constante. S'il garde la même direction, le même sens et la même intensité. S'il garde la même direction, le même sens et la même intensité. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une force constante? Une force constante, un exemple. On vit sur Terre, évidemment. Alors, oui? Nous.
nous sommes sous l'action de la Terre. L'action de la Terre sur nous, c'est quoi? De façon plus simple, on l'appelle le poids. Et vous avez étudié l'année dernière que le poids, c'est P qui est égal à mg. Localement, par exemple ici au laboratoire, j'ai l'intensité de l'apesanteur, elle est constante, elle garde la même direction, le même sens et la même intensité. Mais évidemment, si on change d'une ville à une autre, ça va changer. Donc, localement, on peut dire que le poids est une force qui est constante. Donc, à la ligne, exemple. On sait que P est égal à mg. On va revenir à ce G. C'est quoi? Vous la connaissez comme étant l'intensité de pesanteur. Et on va essayer de parler l'énergie qui est associée à ce champ de pesanteur et comment on va l'appeler par la suite. Donc, on sait que P est égal à mg, qui représente le poids d'un système solide, qui représente le poids d'un système solide de masse M. D'un système solide de masse M qui est localement constante, car le vecteur G conserve la même direction, même sens et même intensité. Et par la suite, vous mettez entre parenthèses, P est égal à mg. Donc, on passe à un 3 maintenant. On va définir un 3, travail d'une force constante. On va compléter le travail d'une force constante pour un déplacement rectiligne. Ou tout simplement, nous pouvons donner le titre d'une autre manière. Travail d'une force appliquée à un solide en translation rectiligne. C'est ça ce qu'on va mentionner. Donc, là, le travail, on va essayer d'écarter tous les types de travail qu'on peut imaginer. Travail musculaire, travail intellectuel, tous ces travaux-là, on les trouve en physiologie, en biochimie, et ils sont caractérisés par une fatigue. Mais pour nous, on parlera d'un travail lorsque pour une force constante, lorsque le point d'application d'une force réalise un déplacement dans un sens, dans une direction non perpendiculaire au vecteur force. C'est-à-dire, on va essayer d'éliminer le cas où je prendrai par exemple un saut, donc le poids est vers le bas et je fais ce déplacement-là. Physiquement, le travail de cette force est nul,
mais en réalité, pour le porteur de seau, il exerce un travail musculaire et après un certain temps, il sentira une fatigue. Et dans le côté physique, de point de vue physique, ce travail n'est pas étudié dans notre cours. D'accord? Donc, à la ligne, vous écrivez une phrase. Une force travaille. Si vous voulez, on partira d'une base pour ne pas discuter par la suite si on a ça. Donc, c'est la base sur laquelle on va travailler. Dire qu'une force travaille, et si le point d'application de cette force, réaliser un déplacement dans une direction non perpendiculaire à la direction de cette force. Donc, une force travaille si son point d'application se déplace dans une direction, qui n'est pas perpendiculaire, se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à celle de la force. Donc, cette grandeur, n'oublions pas, on va le mettre soit maintenant, soit après la définition. Oui. Oui. Relis ce que tu as écrit et dis-nous ce que tu n'as pas saisi. Une force travaille si son point d'application se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à celle de la force. Oui. C'est-à-dire une force. Donc, nous avons associé, d'une façon générale, le travail à l'existence des deux grandeurs. D'abord, le vecteur force, et on va dire un vecteur déplacement. Donc, l'existence d'un vecteur force et d'un vecteur déplacement ne signifie pas obligatoirement il y a un travail. On peut avoir une force, on peut avoir un déplacement, mais physiquement, il y a un cas particulier où le travail, dans ce cas-là, il est nul. En réalité, d'après la définition, je peux même ne pas le mentionner, mais une fois qu'on va définir la relation mathématique du travail, ça, on va par simple application des mathématiques, on va dire que dans ce cas-là, le travail, il est nul. D'abord, le travail est une grandeur qui est scalaire. Elle peut être positive, il peut être négatif, comme il peut être nul. Donc, d'abord, le symbole ou la lettre qu'on associe au travail, c'est le travail en anglais, c'est W, c'est le work. Et donc, قلت الشغل باش يكون شغل لعلمكم فالأصدقاء ديالكم بالعربية بدل الترافاي سي الشغل وكاينين دول أخرى اللي كتستعمل العمل. Peut-être si vous lisez un article en arabe concernant le travail, vous allez, autre que les Marocains, ils utilisent le mot amal. لكن المغرب منين جاي يدير الترجمه منين جاي يدخل العربيه وينقل فحاول انه يستعمل مصطلحات اللي غير متداوله عند الناس. عارفين بان العمل هو كيمشي يخدم، ولكن منين غادي نقول عمل قوه بحال ان هذه القوه واحد الجسم غادي يمشي يخدم. D'accord? On a utilisé le mot شغل. Plusieurs choses dans la traduction, c'est pour cela. Il y a un cas particulier où il y a une force et un déplacement, et malgré l'existence des deux, il n'y a pas de travail. Est égal à 0. Comme un exemple. Non, c'est à partir de la définition. J'ai dit, même si je n'ai pas donné cette information-là, ça découle de la définition. Donc, W, c'est le travail d'une force F constante
lorsque le point d'application de cette force se déplace de A vers B, est égal au produit scalaire de vecteur force avec le vecteur déplacement. Si cette force est perpendiculaire, oui. Donc cette formule va pas s'appliquer. Non, بالعكس. قلت أنا كان بإمكاني شوف كان بإمكاني نقول شنو الشغل ديال القوة بلا ما نتكلم على هذه الحالة الخاصة ونقول لك التعريف ديال الشغل هو الجداء المتجهي الجداء السلمي لمتجهات القوة ومتجهات الانتقال بلا ما نقول لك راه كاين واحد الحالة خاصة. إذا هذاك يعني المرة الجاية في الدرس المقبل إن شاء الله مع تلامذة واحد آخرين هاد لا روماك جو في با لا ميتر باسكو جو لي دوني كوم دارت واحد une ambiguïté, mais ce n'est pas une ambiguïté. Je l'ai donné à l'avance sans connaître la relation mathématique. Donc, généralement, l'esprit n'accepte pas des choses comme ça. Donc, il y a un déplacement, il y a un vecteur force, mais il n'y a pas un travail. Mais si je commençais par la relation mathématique, vous allez tous dire, malgré la présence, malgré l'existence d'une force et d'un déplacement, si le vecteur force est perpendiculaire au vecteur déplacement, est égal à 0. Donc, physiquement, on dira que la force F ne travaille pas, tout simplement. D'accord? J'ai pas bien compris. Oui. دابا فهمتيها. حنا قبل ما نعطيو التعريف قلنا شوف رد البال راه واحد علاش منين غادي يجي عندي في التمارين من بعد غير نشوف هذه متعامده مع هذه ما غادي نبقاش ندير التعريف والعلاقه وندير غادي نقول ملي غادي يقول لي déterminer le travail de telle force qu'est-ce que tu vas mettre puisque F est perpendiculaire à AB donc son travail il est nul. C'est pas la peine d'écrire la formule et d'essayer d'effectuer le produit, d'accord? C'est pour ça. Monsieur, le produit scalaire, c'est oui. F fois AP fois cosinus de... Oui, mais tous... Donc delta égale à 90. Non, c'est 0. Donc c'est 0. Le cosinus de 0, c'est 0. On va le voir. Mais là, c'est comme une petite règle qu'on va la voir. On a sans nécessité de calcul. Ce travail-là, ça demande de temps. Mais dans un exercice par la suite, une fois que je remarque qu'il y a une perpendicularité entre les deux, je mettrai est égal à 0, sans même écrire l'équation, sans même faire les calculs. C'est ça l'objectif de cette phrase. Je vais la prendre comme une règle. Là où il y a F est perpendiculaire à AB, je donnerai directement 0 et je mettrai sans passer par la formule mathématique ou le calcul. D'accord? C'est clair maintenant? D'accord. Donc, là, on peut le mettre est égal au F fois AB fois le cosinus entre le vecteur F et le vecteur AB. On mettra AB, c'est le vecteur déplacement, et le F, là. Donc, sans oublier, oui, vous écrivez en même temps que moi, s'il n'y a pas de question. F, c'est le vecteur force. Et AB, le vecteur déplacement. Et AB, c'est quoi? D'une façon plus simple. Oui, exactement. C'est la distance parcourue par le point d'application de cette force. Distance, si vous voulez, parcourue par le point d'application ou la distance parcourue par le point d'application. Pour les unités, la distance est en mètres, F en newton, et le travail c'est en joules. On va revenir, Newton, vous le connaissez, c'est un savant.
parmi, si on essaie de limiter le nombre de savants qui ont marqué la physique, les deux premiers entre Einstein et Newton. Donc, et le Joule, c'est l'unité, c'est un savant. On va le retrouver par la suite dans un travail, celui qui a travaillé sur la chaleur et le travail. Et le maître? Le maître, c'est le maître. Oui, on parlera de la question du maître, comment il a été élaboré, pourquoi nous avons essayé d'avoir une unité qui est unique. La question s'est soulevée en France. On vendait des choses avec des étalons différents. Pour nous, si on utilise l'idéalna, le mgharba, ou qui s'amène هكذا يعبر لك ويزيد مع الطريق. بعض الأحيان ذاك لي طالون اللي كانوا كيستعملوه كينقصوا منه باش يربحوا إلى غير ذلك. Un roi français, je ne sais pas son nom, on reverra par la suite. Il a essayé, il a demandé aux savants d'unifier l'unité et on doit l'utiliser pour tout le monde. On en parlera par la suite. Donc c'est une unité de mesure liée à aucune personne. Donc là, et vous voyez là, pour les unités, vous voyez qu'un joule, c'est quoi un joule comme unité? C'est un newton fois un mètre. Donc le joule est une unité qui est dérivée. Dans cette unité, il y a le newton et le mètre. Et on verra par la suite que même le newton, c'est une unité qui est dérivée, formée à partir où elle est formée à partir d'autres unités simples. On le verra par la suite. C'est donc toujours la multiplication de newton et mètre. Non, on dira si une force d'intensité d'un newton, dont le point d'application se déplace de 1 mètre, et il produit, si vous voulez, un travail de 1 joule. D'accord? C'est ça la lecture de cette relation-là. Donc le joule ici, c'est, j'ai dit, voilà. On passera à 1.4, travail moteur, travail résistant. 1.4. Travail moteur et travail résistant. Nous n'avons pas fait un schéma, on va le faire dans ce cas-là. La séance dernière, on a fait la série de chimie. Oui. Et le dernier exercice, Oui. on n'a pas continué. Et vous nous avez envoyé une série. Oui, il n'y a pas de cet exercice. Donc, lorsqu'on on le verra, d'accord, on fera la correction. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à le faire, ou vous l'avez fait. D'accord. Donc, on discutera la séance prochaine. Je donnerai ce que vous avez fait et je vais le mettre pour tout le monde afin que ce que vous vous dites, voilà, ce que j'ai fait, c'est la... Comment? Non, on va continuer d'abord. On complète la physique et on fera par la suite la chimie. D'accord? Là, ces leçons à partir de travail et puissance, j'ai parlé au début
qu'en réalité, on a, si vous voulez, des leçons qui sont liées entre eux. Une fois que je parle, vous voyez que je parle du travail et puissance d'une force. Après le travail, il y a de l'énergie. Donc cette énergie, on parlera de l'énergie cinétique et d'autres, afin d'arriver à la fin, j'ai dit, au théorème de l'énergie cinétique. C'est un théorème, si vous vous rappelez, nous avons parlé des grandeurs cinétiques et des grandeurs dynamiques. Là, on est en plein grandeur dynamique puisqu'on parle d'une force et son travail. Et par la suite, on va essayer, côté cinétique, la vitesse, et côté dynamique, les forces, et donner cette fameuse théorème de l'énergie cinétique. Mais si vous sentez que ces parties-là sont un peu difficiles et nécessitent qu'on les laisse un petit peu faire monter et le temps pour les comprendre, on passera à la chimie. C'est pas on est obligé de suivre ces leçons. Mais uniquement, c'est comme on a une histoire, si nous ne arrivons pas à la suivre de façon continue, on peut oublier le début de l'histoire et ça ne donne aucun intérêt. Donc, j'ai dit ici, on va essayer de faire 3 cas. Un solide S, là un point, un autre solide. Vous allez faire 3 schémas. Là, c'est le solide S. Une force F. Là, on va changer, par exemple, celle-là. Là, c'est F1. Là, c'est F2. Et là, on va essayer de mettre F3 comme ça. Là, c'est A1. Là, c'est A2. Et là, c'est A3. Évidemment, ce schéma-là, cette conception, ça ne veut pas dire que l'unique force qui s'applique au système, c'est F1 ou F2 et F3. Peut-être il y a d'autres forces. On ne s'intéresse pas à ces forces, puisqu'on va voir ce qui se passe avec ces 3 forces. Mais par la suite, on aura un système sur lequel elles s'exercent plusieurs forces, et par la suite, ce que nous avons appliqué pour ces forces-là s'applique pour les autres forces. Pourquoi? Si je mettrais que ce corps-là, dans ce cas-là, par exemple, il réalise un déplacement dans ce sens, vous allez dire que cette force-là il n'a pas, à elle seule, ne peut pas donner ce déplacement. Donc il y a d'autres forces, nous n'avons pas besoin de les connaître, mais en réalité, ce que nous avons, c'est un déplacement pour les 3. Là, je mettrai le vecteur déplacement AB. Là, le vecteur déplacement A1B, et là, A2B, 2, et là, je mettrai un vecteur déplacement A3B3. D'accord? Mais dans le cas d'une translation rectiligne, toujours on travaille dans le cas d'un déplacement. Oui. Pour le dernier exemple, oui. C'est nul, parce qu'il y en a... ودابا حنا غادي نوليو بداك العلاقه دابا هي دابا بحال غادي نحفظوها صافي غادي يجيك واحد ها انت دابا استعملتي راه نول بلا ما تكلمي لا على هذا هو الهدف ديال من بعد لان غادي يكون عندك 4 ديال القوه ولا 5 وغادي تتعاملي معاهم الا ما كانش عندك هذه الفكره مسبقه في الدين ديالك حتى هي غدير لها العلاقه وسا du temps. Donc nous avons bien l'énoncé dès le départ. Une fois, uniquement par, si nous voyons que F est perpendiculaire, on va l'éliminer dans les calculs. Donc, dans ce cas-là, le W de F1 allant de A1 à B1 est égal, là je mettrai alpha, là je mettrai alpha 1, alpha 2, et là je mettrai alpha 3.
Donc, d'après la définition, c'est quoi? C'est F1 fois A1, B1 fois cosinus de alpha 1. Et de là, essayez d'écrire un peu petit pour que chaque écriture devant. Là, c'est W de F1. Vous faites le travail en même temps que moi et essayez d'arriver plus tôt que moi dans l'écriture. Jusqu'ici, alpha 1, c'est un nombre, comment il est? Aigu ou obtus? Aigu. Donc son cosinus, il est positif. Donc alpha 1 aigu, ce qui donne que cosinus alpha 1 est supérieur à 0. Et par la suite, W de F1 est supérieur à 0. Pour le deuxième alpha 1 il est obtus. Donc négatif à la suite. Inférieur à 0. Oui. Cosinus de alpha 2 inférieur à 0. Et par la suite W de F2 inférieur à 0. Et là on mettra que cosinus alpha 3 est égal à 0. Donc c'est Alpha 3 est égal à 90. Donc cosinus de alpha 3 est égal à 0. Et par la suite, W de F3 est égal à 0. Dans ce cas-là, le premier cas, l'effet de F1, c'est quoi? L'effet de F1, c'est, il favorise, si vous voulez, le déplacement dans le sens choisi par le système. Donc, on peut dire qu'il y a un travail qui est moteur. Donc, d'abord, on dira que F1 est une force motrice, c'est-à-dire elle aide le corps à réaliser ce mouvement. F1, c'est une force motrice, et W de F1 est un travail moteur. Essayez de faire la même chose pour les autres. Qu'est-ce qu'on écrira pour le deuxième cas? F est une force résistante. F2 est résistante. Donc le travail est résistant. Voilà, résistante. W de F2 est résistant. Il faut... F est nul, donc W de F3 est nul. À dire les mathématiques. Non, je veux une odeur physique. Puisque F3 est perpendiculaire à... F, tout simplement, ne travaille pas.
Voici le côté physique de cette relation. Donc F3 ne travaille pas. Allez, Kassoula. F3 ne travaille pas. Et on s'arrête 5 minutes. Juste après, on continue.